Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Porte-Océane. Collection dirigée par Frédéric Anglevielle, professeur des universités en histoire. Cette collection est dédiée en premier lieu à une meilleure connaissance de l'Océanie et des espaces insulaires, à partir de l'édition cohérente des articles épars de chercheurs reconnus, ou de la mise en perspective d'une thématique à travers les contributions les plus notables. La collection Porte-Océane a donc pour objectif de créer des ponts entre les différents acteurs de la recherche et de mettre à la disposition de tous des bouquets d'articles et de contributions, publications éparses méconnues et souvent épuisées. En effet, la recherche disposant désormais de très nombreuses possibilités d'édition, on constate souvent une fragmentation et une dissémination de la connaissance. Ces rééditions en cohérence se veulent donc un outil au service des sciences humaines et sociales, appliquées aux milieux insulaires, et plus particulièrement à ceux de l'ère Pacifique. En second lieu, la collection Porte-Océane a pour ambition de permettre la diffusion auprès du public francophone des principaux résultats de la recherche internationale, grâce à une politique concertée et progressive de traduction. Tout naturellement, elle permettra aussi la publication de colloques ou de séminaires sans s'interdire la publication d'ouvrages mettant à la disposition du public les derniers travaux universitaires ou des recherches originales portant sur les milieux insulaires, les outre-mer francophones et la région Pacifique. Collection Porte-Océane. Déjà paru. Anglevielle Frédéric, Histoire de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelles approches, nouveaux objets 2005. Facel Sonia, Vision des îles, Tahiti et l'imaginaire européen. Du mythe à son exploitation littéraire, 18e-20e siècle, 2006. Moiran Alain, Droit institutionnel de la Polynésie française 2007. Chati Mounira, Clinchamp Nicolas et Vigier Stéphanie Dire, Pouvoirès et Politiquès en Océanie, acte du 19e colloque Corail 2007. Al-Wardi Sémir, Tahiti Nuit ou les dérives de l'autonomie, 2008. Anglevielle Frédéric Dire, Chant pour l'au-delà des mers. Mélange en l'honneur du professeur Jean Martin, 2008. Carteron Benoît, Identité culturelle et sentiment d'appartenance en Nouvelle-Calédonie, 2008. Anglevielle Frédéric et le bigre Jean-Michel Dire, De la Nouvelle-Calédonie au Pacifique, 2009. Dumas Pascal et le bigre Jean-Michel Dire. La Brousse, représentation et enjeux 2010. De Benmark et Pastorel Jean-Paul Dire. La loi du pays en Polynésie française, 2011. Pechberti Dominique, Vie quotidienne aux îles Marquises 2011. Pechberti Dominique, Récit de missionnaire aux îles Marquises 2011. Maresca Pierre, L'exception calédonienne 2011. Kartatchev Nathalie, La vie quotidienne à Marée au temps des vieux 2012. Bertram Robert, La bipolarisation politique de la Nouvelle-Calédonie depuis 1975-2012. Moiran Alain, Droit institutionnel et statutaire de la Polynésie française 2012. Anglevielle Frédéric Dire, Les Outre-mer français, Actualité et études 2012. Chati Mounira Dire, Masculin-féminin, sexe, genre, identité 2012. Anglevielle Frédéric Dire. La Mélanésie. Actualité et études, 2012. Fabéron Jean-Yves Dire, Pieds noirs en Nouvelle-Calédonie. Témoignages et analyses, 2012. Pérez Michel, Zimmer René et Barbe Dominique Dire, Objets d'art et art de l'objet 2013. Le Bourlot Annick Jacqui, Alance Vata 2013. Berger Corinne et Roch Jean-Luc, L'eau dans le Pacifique Sud 2013. Ali Abdallah Ahmed, Le statut juridique de Mayotte. Concilier droit interne et droit international, 2014. Abong Marcelin et Anglevielle Frédéric Dire. La Mélanésie. Actualité et études, volume 2, 2014. Apparaître. Rosada Alexandre, Mémoire d'Algérie. Des pieds noirs de Calédonie raconte. Ingel Selvina, Le tourisme en Nouvelle-Calédonie. Le Chat Mareva, Jeux politiques et processus d'autonomisation en Polynésie française, 1957 à 2011. Remerciements. Cet ouvrage est le résultat de rencontres enrichissantes en tout point de vue. C'est pourquoi j'exprime ma profonde gratitude au professeur Guy Agnel,
Jean-Yves Faberon et Guylain Otis dont les conseils avisés m'ont été particulièrement utiles. Mes remerciements vont aussi au Père Roch APIKAOUA pour son soutien spirituel et ses encouragements, au professeur Frédéric Angleviel, à Guylaine Nicolas, Robert Bertram, Luc Steinmetz, David Emonin et Thierry Brumoere qui ont chacun à sa manière accompagné cette production. Que la province Nord soit aussi remerciée pour sa précieuse contribution. Je ne saurais oublier ma famille, et particulièrement Nello, dont le soutien et la patience ont été sans limite. Avec une pensée pour mes parents défunts, je salue enfin tous ceux qui ont fortifié et inspiré à mon cœur un sentiment de véritable fraternité. Note au lecteur. Dans beaucoup d'écrits, l'utilisation des termes Nunavut et Inuit varie, sans que l'on sache toujours pourquoi. Normalement, Nunavut signifie notre terre en Inuktitut. Mais il faut distinguer le Nunavut, avec article, qui est un territoire inukphone du Canada, le plus jeune et le plus grand, qui fut séparé des immenses territoires du Nord-Ouest, le 1er avril 1999, de Nunavut, sans article, qui est une circonscription électorale fédérale canadienne comprenant le territoire entier du Nunavut. C'est ainsi qu'il en est fait usage dans cet ouvrage. Le terme Inuit provient de Inuk qui signifie homme, personne. Il est tantôt invariable en genre et en nombre tantôt variable, notamment au Québec. C'est l'orthographe invariable qui a été retenue ici pour ce terme, de même que pour celui de Kanak, comme le préconise l'Agence de développement de la culture kanak, ADCK. Prologue. Après 25 ans de présence avec nous en Nouvelle-Calédonie, M. Jean-Baptiste Manga pose devant nous sa coutume, à l'instar du jeune adulte dans la société kanak, qui vient présenter son igname ou son poisson, signifiant ainsi qu'il désire participer pleinement à la vie de la communauté. Je veux donc dire sincèrement merci à M. Jean-Baptiste Manga, en mon nom personnel, et au nom des femmes et des hommes de bonne volonté de la terre calédonienne, pour cette œuvre magnifique, des pérégrinations du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Nouvelle-Calédonie Nunavut. Une belle contribution qui tombe à point nommé, au moment où en Nouvelle-Calédonie nous nous posons la question cruciale de la sortie de l'accord de Nouméa. Comment en sortir avec équité et dignité, sans vainqueur ni vaincu? Nous n'avons pas d'autre choix, car nous serons redevables devant nos enfants et devant l'histoire. Face à ce choix cornélien qui s'impose à nous Calédoniens de toute origine, la merveilleuse contribution de M. Jean-Baptiste Manga est pour nous une belle proposition d'avenir et un eye-opener. Sa contribution me rappelle ce qui est dit du sage Confucius qui reçoit les gouverneurs des différentes provinces venant faire état de l'exercice de leurs responsabilités. La quasi-totalité de ces rapports sont faits de plaintes, de revendications, de réclamations et d'autres désagréments. Le tableau dressé de la situation est négatif et pessimiste. Le sage convoque à nouveau tous ses gouverneurs et leur dit en toute et pour toute réponse, écrivons ensemble un dictionnaire. De même pour nous, indépendance, association, autonomie, décolonisation, souveraineté, autodétermination, etc. Il faut trouver ou retrouver le juste sens des mots afin qu'ils deviennent remède pour nos maux. C'est le sens de l'œuvre exceptionnelle de M. Jean-Baptiste Manga, que je salue et remercie. Père Roch APIKAOUA. Vicaire général de l'archidiocèse de Nouméa. Préface. Le présent ouvrage de M. Jean-Baptiste Manga est un modèle de réussite scientifique. Il réussit la performance de conjuguer érudition et vulgarisation, c'est cela, l'excellence. L'analyse juridique, à laquelle l'auteur se rattache, est considérablement enrichie. Voilà un véritable travail de droit, et qui fait appel à toutes les disciplines utiles pour comprendre les mécanismes juridiques et leur évolution. Toutes les sciences sociales sont convoquées pour expliquer les variations d'un droit. C'est ce qui fait la valeur de modèle de cet ouvrage. L'auteur a l'intelligence de ne pas se contenter d'un examen fixe d'un droit, mais veut expliquer sa mutation. Il s'agit moins de pérégrination d'une notion et de pratique, au sens simple de déplacement incessant, que de pèlerinage au sens de défense d'une idée. On sait que tout droit exprime une idée, mais on n'a pas souvent l'intérêt de prendre connaissance d'études qui montrent bien que les idées sont vivantes, que dès lors elles évoluent,
d'où la mutation des idées de droit et donc l'évolution de la vie du droit qui détermine la vie sociale. On aimerait être plus souvent éclairé par des exposés tels que celui de M. Manga, sortant des sentiers battus, pour chercher les dynamiques. Cela implique certes d'observer le passé, mais sans y être limité. Il convient de chercher où le passé conduit, ce qui change et ce qui va changer. M. Manga ose. L'objet de son analyse de réactualisation est une icône, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On connaît la bonne fortune de ce principe, les grandes années de ses applications triomphales et la résonance du nom de Bandohang. Et l'on s'en tient généralement aujourd'hui à révérer une sorte de droit acquis, consacré au Panthéon des Nations Unies. Mais M. Manga braque ici ses projecteurs et nous explique ce qui a évolué. Il faut dire que son entreprise est servie par l'alliance d'une très vaste culture et d'un style simple et pédagogique, remarquable compte tenu de la complexité des questions posées. En effet, l'entreprise de M. Manga, qui est ainsi un modèle de méthode, est tout à fait réussie. L'auteur confronte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes au grand principe de souveraineté. Il en résulte une disputatio, une dispute doctrinale au meilleur sens du terme, une controverse éclairante, ne reculant pas devant le paradoxe. Et l'on sait à quel point droit et paradoxe sont liés. Voilà, nous explique l'auteur, un droit à l'autodétermination des peuples qui est simultanément facteur de restriction de la souveraineté, mais aussi facteur de protection de la souveraineté. Le lecteur se laissera conduire par son aimable auteur dans les mouvements délicats, inattendus mais séduisants de ses explications. C'est qu'il en va différemment en Afrique au milieu du XXe siècle et en Europe au début du XXIe, et dès leur naissance, les concepts sont riches de virtualités imprévues. Il faut toujours se méfier des idées trop simples. Et assurément Engels n'aurait pas pu dire, ce qui manque à M. Manga c'est la dialectique. M. Manga nous rappelle que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la souveraineté de l'État ont un rapport dialectique et s'influencent mutuellement, et notamment que le premier de ces deux principes s'exerce dans le cadre du second. Il nous explique les évolutions mondiales dans le sens du développement du polycentrisme et de la segmentation des États, ainsi que du développement des interdépendances, déjà évoquées par le leader indépendantiste kanak Jean-Marie Tjibaou lui-même, pouvant aboutir à une réactivation du fédéralisme. La culture géopolitique de M. Manga, sur de solides bases historiques, est planétaire. Il connaît les situations des différents pays de tous les continents et tous les instruments des relations internationales. Il feuillette l'atlas de ses connaissances pour illustrer à l'extrême la diversité des cas d'application de ses démonstrations. Il ne faudrait pas croire que son ouvrage, comme son intitulé pourrait le laisser croire, n'éclaire que les deux seules hypothèses invoquées. Ce qui est vrai, c'est que parmi bien des possibilités, M. Manga, tout en faisant d'abord œuvre théorique, a choisi de privilégier ses illustrations par deux cas actuels tout à fait pertinents à l'égard de sa démonstration. Il s'agit de la Nouvelle-Calédonie et du Nunavut, deux exemples distincts par de multiples considérations, mais comparables sous l'éclairage actuel de l'autodétermination dans le processus de décolonisation. Il faut faire preuve d'imagination juridique. On est loin du heurt des grands principes, on ne veut plus d'une autodétermination se traduisant par l'antagonisme meurtri du oui contre le non. On doit donc imaginer avec pragmatisme, au Canada sans doute un troisième élément avec la fédération et les provinces. En Nouvelle-Calédonie, certainement continuer dans la voie des concessions réciproques et des solutions médianes. M. Manga nous expose de nouveaux instruments, contributions fécondes. L'autodétermination interne ou tout autre choisi ensemble, le droit des peuples à ne pas devenir un État, le pluralisme dialogique. Ce à quoi nous ramène finalement l'auteur, pas seulement à l'égard de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi du Nunavut et des autres, c'est qu'aujourd'hui, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doit s'accomplir dans un destin commun. Cette formule de l'accord de Nouméa rejoint celle de Jean-Marie Tjibaou à l'égard des accords Matignon, un pari sur l'intelligence. La réponse au problème posé par M. Manga analysant les mutations du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est là, dans ce destin commun, ce savoir-vivre ensemble qui exige d'autres approches, d'autres concepts, sous la bannière du pluralisme juridique. En serons-nous capables ? En tout cas, nous gagnerons certainement à lire l'ouvrage de M. Manga, dialecticien convaincant. Jean-Yves Faberon
professeur honoraire de droit public. Résumé. Que devient le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à l'heure de la mondialisation? Reste-t-il ce qu'il était à l'origine? À supposer qu'il se transforme? Quelles en sont les causes et comment cela se traduit-il dans les formes politiques, les structures de droit public et au-delà? Quelle incidence cette évolution aurait-elle sur la décolonisation, en général? Pour y répondre, la Nouvelle-Calédonie et le Nunavut, deux entités aux apparences et aux trajectoires différentes, servent de champ d'investigation intéressant, car elles représentent deux formes ou modèles d'exercice du principe, hybride, interne, et deux utopies concrètes où se construisent des solutions originales. Avec une approche comparative, l'étude tente de montrer que le principe évolue, s'adapte, et qu'après avoir été associé aux nationalités et à la décolonisation, il doit aussi de nos jours prendre en compte les réalités de la mondialisation, du développement des droits de l'homme et du pluralisme démocratique. Cette évolution est liée, certes, au contexte actuel, mais aussi à sa propre dynamique et à son rapport dialectique avec la souveraineté des États. Après un bref historique, l'étude offre une analyse de l'autodétermination comme facteur de restriction de la souveraineté, avant d'examiner comment elle en reste protectrice, bénéficiaire et tributaire. Alors qu'on le croyait en lente désuétude, le principe connaît une éclatante fortune depuis la fin de la guerre froide. Tout en restant un droit de sécession pour les peuples coloniaux, il tend à devenir aussi un droit identitaire et un droit au partage des pouvoirs. Une nouvelle conception du principe émerge donc, qualifiée de postmoderne, car elle présente à la fois des aspects d'antimodernité, de rupture avec la précédente et d'hypermodernité, de continuité. Elle est à l'origine de nouvelles formes de décolonisation ainsi que de nouvelles entités au statut divers, au point qu'on pourrait dire « Dis-moi comment tu décolonises ou comment tu t'autodétermines et je te dirai qui tu es ». L'auteur tente ainsi opportunément d'éclaircir les enjeux d'un principe délicat et d'une notion qui est au cœur de l'actualité calédonienne et nunavutienne, et au cœur d'une grande diversité de représentations. Citation. L'avenir, tu n'as point à le prévoir, mais à le permettre. Antoine de Stexupery, Citadelle, 1948. Si on rêve seul, ce n'est qu'un rêve, mais si on rêve tous ensemble, c'est le début de la réalité. Monseigneur Helder Camara, évêque de Recife au Brésil, 1970. Introduction. Principe au singulier destin, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est déroutant et paradoxal. Il a connu une période faste où la condamnation morale et politique du colonialisme l'a couvert de prestige et de succès, et où son exercice a profondément transformé la carte politique du monde. Puis il a donné quelques signes d'essoufflement et d'inefficacité qui ont conduit au doute, au malaise, car malgré sa consécration juridique et son universalisation, de nombreuses revendications légitimement fondées sont restées sans suite, ne disposant pas de support juridique indiscutable. Alors qu'on le croyait en lente désuétude, il connaît une éclatante fortune depuis la fin de la guerre froide, fréquemment invoquée par toutes sortes de peuples. Il ne laisse personne indifférent et même il divise. Certains voient en lui une panacée, d'autres une source d'illusion et de désordre. D'autres encore mettent en cause son ambivalence, à la fois conservateur et révolutionnaire, attrayant et répulsif, progressiste mais dans certains cas dangereux et ambigu, permettant de libérer des peuples aux opprimés mais aussi de déstabiliser des États. Très rarement, un principe a été si sollicité et si décrié à la fois. Mais il n'a pas le monopole des paradoxes. Ceux-ci sont aussi l'apanage d'une société internationale contemporaine, confrontée elle-même à différents phénomènes contradictoires. D'une part, celui d'une mondialisation galopante et envahissante, contrebalancée par une exacerbation des particularismes et des singularités. La première se traduisant par l'incapacité des États à contrôler et à canaliser les flux de tous ordres qui les traversent, et la seconde par un phénomène d'affirmation nationale qui contribue à faire multiplier considérablement le nombre d'États-nations sur la planète. D'autre part, celui du développement d'un processus d'intégration économique à différents degrés, certes, mais dans tous les continents et vers le haut, en même temps qu'une perte progressive des compétences de l'État en son sein, vers le bas par le transfert de certaines de ses compétences à des entités inférieures. Quoi qu'il en soit,
de nombreux problèmes liés à l'autodétermination subsistent et font peser des menaces sur la paix dans le monde, car les désirs d'émancipation des peuples perdurent, et les résistances à ces désirs s'estompent peu, notamment de la part des États qui s'appuient sur leur souveraineté, unité ou intégrité territoriale. Les conflits dans les Balkans, dans l'ex-empire soviétique ou même ceux liés au printemps arabe, en sont les illustrations les plus récentes. Ces conflits incessants traduisent aussi quelque part l'incapacité de la communauté internationale à trouver un principe rationnel et cardinal qui puisse présider à l'émancipation de tous les groupes humains dominés, exploités ou colonisés. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes continue ainsi de nourrir de nombreuses frustrations et controverses. En cela, il mérite d'être souvent revisité, mais la diversité et la quantité des revendications qui lui sont liées de nos jours rendent cette tâche délicate et nécessitent sans doute, au préalable, un bref retour aux sources. Historique du principe et diversité des revendications actuelles. Les origines modernes du principe remontent au XVIIIe siècle, avec la Révolution américaine qui constitue la première véritable affirmation d'une autodétermination collective et démocratique, et avec la Révolution française qui lui donne une dimension universelle. Bien que le Congrès de Vienne le rejette, il est évoqué lors du réveil des nationalités opprimées en Europe dans les années 1800, au moment où la plupart des nations d'Amérique l'invoquent à leur tour pour leur indépendance. Ailleurs, avec le développement de grands empires ottomans, russes, austro-hongrois, Qing, il s'apparente au nationalisme des peuples qui veulent s'émanciper, en réaction à l'impérialisme et à la domination. Il est accepté dans l'ordre politique international, même s'il n'apparaît pas précisément dans les 14 points que W. Wilson propose après la guerre. La Charte des Nations Unies de 1945 l'intègre dans le droit international, et sa mise en œuvre domine l'action de l'ONU pendant quelques décennies. Il accompagne la grande vague de décolonisation en Afrique et en Asie. Pendant la guerre froide, les deux superpuissances développent des idéologies qui s'opposent à l'impérialisme et à la colonisation, mais ne s'empêchent pas eux-mêmes de l'enfreindre. Suite à l'effondrement des régimes communistes au début des années 90, une période de détente s'ouvre et permet aux droits des peuples de s'appliquer encore et surtout en Europe. C'est le début d'une nouvelle ère pour ce principe. De nos jours, la revendication d'autodétermination se généralise. Elle est le fait de groupes de plus en plus nombreux et divers dont certains sont actifs dans plus de 60 États. Les quelques exemples qui suivent témoignent de l'ampleur du phénomène. En Océanie, l'ONU vient de placer la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes alors que les Néo-Calédoniens sont inscrits dans un processus de décolonisation depuis plus d'une vingtaine d'années. Presque partout en Amérique, des peuples autochtones ou des minorités revendiquent d'une manière ou d'une autre leur droit de libre disposition. En Asie, les Kurdes de Turquie et d'Irak aimeraient bien se regrouper en un seul État. Les Karins et autres minorités de Birmanie souhaitent eux aussi disposer d'eux-mêmes. La question du Tibet reste posée en Chine tandis que Taïwan est dans un état de quasi-indépendance. L'Inde connaît de temps en temps de l'agitation dans le Cachemire et le Pendjab, mais aussi dans les régions d'Assam, Gorkhaland, Manipur, Mizoram et Nagaland. En Indonésie, le problème de l'Irian Jaya demeure. Aux Philippines, après 40 ans de guerre, les musulmans de Mindanao viennent de signer un accord de paix avec l'État, mais rien n'est définitivement acquis, on l'a vu dans le passé. Au Sri Lanka, les Tamouls, apparemment vaincus, n'ont pas dit leur dernier mot. En Afrique, l'Angola reste sous tension. Au Mali, les Touaregs n'ont guère renoncé à leur autodétermination. Après avoir occupé la partie septentrionale de ce pays avec l'aide de djihadistes, ils n'ont que provisoirement négocié un retour à la paix avec les autorités étatiques. Les Soudanais du Sud se sont émancipés, mais rien n'est définitivement réglé chez eux. En Casamance non plus. Le problème du Sahara occidental n'a toujours pas connu un dénouement satisfaisant pour les Sahraouis, qui rêvent d'un État indépendant. Les Katangais de même, au Congo. En Europe, les Basques envisagent toujours de réunir le peuple basque dans un État indépendant. Dans l'ex-URSS, de nombreux foyers de tension perdurent du fait des revendications d'autodétermination. En Azerbaïdjan, les Arméniens du Nagorno-Karabakh veulent être rattachés à l'Arménie. En Géorgie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud ont déclaré leur indépendance avant d'affronter les Chars géorgiens.
En Russie même, plusieurs mouvements sécessionnistes existent dans certaines régions, Tchétchénie, Carélie, Kalmoukie, Sibérie. En Ukraine, l'annexion de la Crimée par la Russie a donné des idées aux russophones de l'Est du pays. Dans presque toutes les révolutions du printemps arabe, le droit des peuples est évoqué. C'est en son nom aussi, et pas seulement pour la démocratie, que l'opposition syrienne mène son combat depuis plus de 3 ans. Souvent évoquée par les États eux-mêmes ou par des entités en leur sein, qui souhaitent créer leur propre État, ou cherchent un certain degré d'autonomie, ou encore veulent simplement une reconnaissance de leur spécificité sociale et culturelle, de leur identité, ce principe est caméléonesque. Sa revendication ne se limite plus aux seules situations de décolonisation, voire figure 1. Figure 1. Classement typologique des revendications d'autodétermination. Source Folk Richard ed. Wolfgang Danspeck-Gruber, Boulder, Linriene Publishers 2002. Une telle diversité impose au préalable une mise au point sur la notion même et sur sa transformation en principe juridique, avant de bien cerner l'objet et la problématique de la présente étude, de circonscrire le champ que celle-ci couvre et d'indiquer la méthode qui sera suivie. 2. De la notion au principe juridique actuel. Appréhender la réalité actuelle du principe, et son évolution passe aussi nécessairement par sa définition et l'examen de sa nature juridique. Ni l'une ni l'autre n'ont toujours été évidentes. À essai de définition. La disposition de soi-même ou l'autodétermination signifie le fait de déterminer son propre avenir, mais elle est très marquée par son sens politique. Libre choix du statut politique et administratif d'une région ou d'un pays par ses habitants, ou action par laquelle un peuple choisit librement son statut politique et économique. Bien que cette notion ait des ramifications philosophiques, juridiques, économiques, sociales ou culturelles, son noyau est politique car il s'agit souvent du contrôle politique du destin d'un groupe, d'un peuple. Cette polysémie contribue naturellement à en faire une source de controverse et de confusion, même en anglais où l'on distingue mal entre self-détermination, self-government et self-administration. Ainsi, derrière l'arbre autodétermination, peut se cacher une forêt de réalités dissemblables, le choix de tel ou tel terme pouvant parfois révéler ou dissimuler une position idéologique ou philosophique. Le dictionnaire du droit international public définit le droit à l'autodétermination comme un principe de nature politique, une expression appliquée aux peuples des États, aux peuples dépendants, désignant leur droit de déterminer, choisir librement leur statut politique et de poursuivre leur développement économique, social et culturel. En fait, ce droit se réfère à beaucoup de choses. La décolonisation, dans les cas où cette question se pose encore, la sauvegarde et la consolidation de l'indépendance d'un État déjà constitué, l'indépendance d'une partie d'États devenus depuis États souverains, l'autonomie des peuples pouvant déterminer librement leur statut politique et l'orientation de leur développement à l'intérieur d'un État, mais aussi l'affirmation d'une identité ou de certains droits fondamentaux, notamment en matière culturelle. Bref, comme l'indique le tableau ci-dessus, il peut servir de support à des revendications de sécession ou d'autonomie ou à celles des droits de l'homme ou de démocratie. Ici encore, la polysémie a alimenté de nombreuses controverses et a conduit souvent à s'en servir comme d'un fourre-tout. Dans cette étude, nous verrons à quel point sa signification et sa portée ont varié dans le temps et dans l'espace, et nous utiliserons de manière indifférente les termes de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit de libre disposition, droit à l'autodétermination, pour désigner ce même principe dont la nature juridique a été aussi longtemps discutée. B. Le principe juridique. À l'origine philosophique et politique, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a vu sa nature juridique s'affirmer peu à peu, après avoir donné lieu en effet à une longue controverse doctrinale. Un degré, une origine philosophique et politique. Le droit des peuples doit beaucoup aux philosophes en général et à ceux des Lumières en particulier, car il est la conséquence de la reconnaissance de la liberté de l'homme et de l'idée de la nation, devenue peuple, qu'ils ont promue. Le droit à la liberté reconnu à l'homme ne pouvant être contesté à un groupe humain qui forme l'ensemble des volontés qui le composent, est d'abord devenu un principe démocratique reconnu aux citoyens en droit interne, avant d'être transposé dans l'ordre international. Proclamé lors des révolutions américaines et françaises,
Il n'entre solennellement dans la politique internationale qu'après la Première Guerre mondiale et reste un principe uniquement politique. Sa nature juridique reste longtemps débattue dans la doctrine et sa concrétisation juridique, qu'il convient de retracer, contribue à lui donner une portée universelle et une valeur positive, en établissant des droits et des obligations au profit ou à la charge des sujets de l'ordre juridique international. 2. Un principe général du droit international public. En droit interne, un principe peut être une règle ou une norme générale, de caractère non juridique, d'où peuvent être déduites d'autres normes juridiques, comme le principe de la souveraineté nationale, ou une maxime générale juridiquement obligatoire bien que non écrite dans un texte législatif, ou encore une règle juridique établie par un texte en termes assez généraux, destinée à inspirer diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure comme les principes fondamentaux. Le principe général du droit, appliqué par la jurisprudence, est doté d'un caractère suffisant de généralité qui le distingue d'une simple règle juridique. Il s'agit d'une norme juridique fondamentale par rapport à un système de droit donné. C'est aussi le cas en droit international où l'on distingue deux catégories de principes, les principes généraux de droit international et les principes généraux du droit international. Les premiers sont prévus dans les règles que la Cour internationale de justice est appelée à appliquer d'après l'article 38 de ses statuts, qui parle de principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées, c'est-à-dire faisant partie de la communauté internationale, et se référant à des principes qui sont communs au système juridique des différents États et susceptibles d'être appliqués dans l'ordre international. Les principes généraux du droit international, eux, ne tirent pas leur origine des droits internes. Ils sont spécifiquement applicables dans les relations internationales, sont proclamés par la jurisprudence internationale et agréés par la doctrine. Ce sont des principes propres au droit international. Des règles juridiques d'une très grande généralité et très abstraites, qui sont appliquées dans la vie internationale à des situations individuelles diversifiées, soit pour les réglementer de façon permanente, soit pour résoudre les difficultés qu'elles font naître. Ils se présentent souvent sous une forme normative, sous celle d'un concept ou d'un adage. En ce qui concerne le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est aujourd'hui admis qu'il s'agit bien d'un principe général du droit international. D'abord réservé aux peuples colonisés, il a été étendu par les organes de l'ONU aux peuples dominés ou occupés, ou encore soumis à un régime raciste, pour inclure certains cas comme ceux des territoires palestiniens ou de la Namibie. La doctrine positiviste préconise de distinguer deux types de situations, celles qui sont liées à la décolonisation et pour lesquelles la consécration juridique est certaine, et celles qui sont en dehors de la décolonisation et qui restent de lege ferenda. Contrairement au principe des nationalités qui n'a jamais été inscrit dans des instruments internationaux, le droit des peuples a été consacré par les Nations Unies et par le droit international conventionnel et coutumier. Dans sa forme conventionnelle, il a d'abord été établi par la Charte de l'ONU, en tant que règle générale à vocation universelle, dont l'article 1er-2 indique que l'un des buts des Nations Unies est de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toute autre mesure propre à consolider la paix du monde. Le préambule de l'article 55 précise aussi que, en vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront. Certains auteurs ont considéré que cette charte ne promouvait pas la décolonisation, et ne faisait qu'organiser juridiquement les situations coloniales, mais peu importe. L'acte décisif se fait avec l'adoption par l'Assemblée générale le 14 décembre 1960 de la résolution 1514-15 intitulée « Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux » et qualifiée de Charte de la décolonisation, qui déclare dans son article 1er la sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiale. Et dans son article 2, tous les peuples ont le droit de libre détermination.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Dans son article 5, elle ajoute « Des mesures immédiates seront prises dans les territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance, pour transférer tout pouvoir au peuple de ces territoires, sans aucune condition et réserve, conformément à leur volonté et à leurs vœux librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d'une indépendance et d'une liberté complète. » Les modalités d'application de cette déclaration sont définies par des résolutions ultérieures, et notamment la résolution 1541, 15, intitulée Principes qui doivent guider les États membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements prévus à l'alinéa E de l'article 73 de la Charte leur est applicable ou non. Elle vise à définir le territoire non autonome et la portée de l'obligation de communiquer des renseignements. Dans son principe VI, il est précisé. On peut dire qu'un territoire non autonome a atteint la pleine autonomie. A. Quand il est devenu État indépendant et souverain. B. Plus tard en 1966, sur le plan conventionnel, 2 pactes internationaux des droits de l'homme de l'ONU, notamment le pacte sur les droits de l'homme relatif aux droits civils et politiques et le pacte sur les droits de l'homme relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, confirment ce droit en leur article 1er. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. En 1970, la résolution 2625-25 de l'Assemblée générale sur les principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États dont le préambule se réfère au principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes le reconnaît comme principe de la Charte, et comme principe fondamental du droit international. Plus intéressante encore, elle apporte une modalité supplémentaire d'exercice de ce droit. Elle précise en effet que la création d'un État souverain et indépendant, la libre association ou l'intégration avec un État indépendant ou l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple, constitue pour ce peuple des moyens d'exercer son droit à disposer de lui-même. La Cour internationale de justice, quant à elle, se prononce sur le droit des peuples dans 2 avis consultatifs au sujet de la Namibie et au sujet du Sahara occidental et dans l'affaire du Timor oriental. La Cour considère qu'il n'y a rien à redire à l'affirmation du Portugal selon laquelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tel qu'il s'est développé à partir de la Charte et de la pratique de l'Organisation des Nations Unies, est un droit opposable erga omnes. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été reconnu par la Charte des Nations Unies et dans la jurisprudence de la Cour. Dans son avis consultatif du 16 octobre 1975 relatif au Sahara occidental, elle ébauche même une doctrine de l'autodétermination définie comme répondant à la nécessité de respecter la volonté librement exprimée des peuples, quelles que fussent par ailleurs ses modalités d'exercice, en insistant sur le passage de la résolution 2625 qui vient d'être évoquée. Le caractère conventionnel de ce principe est donc consacré par la Charte et les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, selon l'article 38, paragraphe 1a du statut de la Cour internationale de justice, alors que les résolutions adoptées par l'Assemblée générale,
le Conseil de sécurité et les décisions de la Cour internationale de justice contribuent à en faire une norme du droit coutumier international. Cette évolution juridique a permis de lui donner la valeur d'un principe accepté et universellement obligatoire du droit international. Une grande partie de la doctrine s'accorde même sur le fait que ce droit constitue une norme impérative du droit international général, jus cogens. Cette remarquable consécration collective n'a pourtant pas permis au principe de s'appliquer à toutes les situations et à tous les peuples pour affirmer son caractère réellement universel. Il n'existe pas encore en droit international positif un droit de sécession en dehors des situations de décolonisation. Celui-ci oscille entre la légitimité et l'effectivité qui font de la sécession beaucoup plus une question de fait et de force que de droit. Il semblerait donc qu'en dehors des situations de décolonisation, le droit des peuples se jugerait à l'aune de la réussite ou de l'échec de son exercice. Seule une révolution réussie étant une bonne révolution. De plus en plus d'auteurs relèvent malgré tout une dimension interne de l'autodétermination. Nous y reviendrons infra. La démarche est très intéressante mais encore faut-il le rappeler, elle reste essentiellement positiviste. Si, malgré sa consécration juridique, ce principe est en débat et se révèle parfois inefficace, c'est à cause des difficultés qu'il rencontre depuis toujours à différents niveaux. 3 degrés les difficultés liées au principe. Elles proviennent parfois de son contenu, parfois de l'incertitude sur les entités appelées à en bénéficier, de son exercice et les limites de celui-ci, ou encore du rapport avec d'autres principes. A. Le contenu. Malgré l'abondance des instruments juridiques qui consacrent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, des interrogations perdurent sur son contenu. On lui a souvent reproché son imprécision. Sur le plan interne, est-ce seulement le droit d'avoir son ordre juridique et ses propres gouvernants, à l'exclusion de toute ingérence extérieure, comme cela a été le cas après la Révolution en France, lorsque celle-ci était isolée et se sentait menacée? Ou la faculté pour des minorités de sauvegarder leur identité, par une autonomie locale, une décentralisation ou toute autre solution qui convienne à l'intérieur du pays, comme cela a été le cas dans des États multinationaux? Sur le plan international, correspond-il à la faculté juridique de tout groupement politique de se constituer en entité nationale distincte, en se séparant de l'État dont il relève, la sécession pouvant leur donner naissance soit à un nouvel État indépendant, soit à une entité territoriale et politique membre d'un système fédéral sur la base d'un traité? Ou correspond-il simplement à l'interdiction de cession ou de mutation territoriale, sans le consentement explicite des habitants concernés? Malgré certaines ébauches de définitions théoriques dans quelques dictionnaires, dans la pratique, ce contenu a souvent varié ou été multiple et s'est souvent révélé problématique. B. Les bénéficiaires, les peuples. Les bénéficiaires nommément désignés sont les peuples. Mais qu'est-ce qu'un peuple? De quel peuple s'agit-il? L'identité des détenteurs de ce droit a été le problème crucial sur lequel a souvent achoppé le principe. C'est une notion qui dispose d'une forte charge symbolique, qui peut faire l'objet de différentes approches, sociologiques, politiques, juridiques, etc., et à laquelle on prête plusieurs sens communs. À ces difficultés s'ajoute celle de la confusion avec plusieurs notions voisines telles que population, nation, État. La notion de peuple peut désigner un ensemble d'hommes habitant ou non sur un même territoire et constituant une communauté sociale ou culturelle, peuple mélanésien, polynésien par exemple, ou un ensemble d'hommes habitant sur un même territoire, régissent par les mêmes lois et formant une nation, peuple français, australien par exemple, ou enfin la masse, les gens de conditions modestes ou anonymes, par opposition aux franges en vue, le petit peuple par exemple. En droit international, on parle souvent et à juste titre de l'introuvable définition juridique du peuple, car non seulement cette notion n'a pas été définie à l'occasion de l'affirmation du principe, mais en plus de nombreux instruments internationaux eux-mêmes entretiennent la confusion et l'ambiguïté. Le dictionnaire de la terminologie du droit international indique qu'il s'agit d'un terme qui employé à l'occasion des rapports internationaux, est pris dans un sens plus littéraire que juridique, sans véritable signification précise pour désigner une collectivité d'hommes unis par un lien de solidarité, et propose des indices permettant d'identifier un peuple, parmi lesquels
la communauté de race, de tradition et l'existence d'une conscience commune. Le deuxième rapporteur de l'ONU sur le droit à l'autodétermination, quant à lui, dégage 3 critères. Une entité sociale possédant une véritable identité et ayant des caractéristiques propres. Une relation avec un territoire, même si le peuple en a été injustement expulsé et artificiellement remplacé par une autre population. Enfin, la différence avec les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques dont l'existence et les droits sont reconnus à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans la pratique, l'ONU s'est souvent réservé un pouvoir de qualification qui l'a conduite, soit à réputer peuple toute entité coloniale, soit à procéder au cas par cas selon les événements et au gré des rapports de force internationaux. Il semble bien que la difficulté de définir et d'identifier les peuples bénéficiaires du droit vient du fait que ce droit n'est pas lié au caractère ou aux traits particuliers d'une collectivité, mais à la situation où elle se trouve. Les peuples sont ceux qui sont assujettis à une subjugation, une domination ou une exploitation étrangère. Il y a donc 3 éléments à considérer: le peuple, la domination et le caractère étranger de celle-ci, le premier étant tributaire des 2 derniers. La subjugation, la domination ou l'exploitation et leur caractère étranger sont des éléments appelés à être appréciés in concreto par les États et les organes internationaux tenus de respecter ce droit, et qui justifient l'exercice de celui-ci. C'est une situation déterminée d'un peuple qui justifie son vouloir collectif de libération. En tout état de cause, la question de la définition de la notion de peuple risque de rester posée encore longtemps. Mais une définition universelle est-elle vraiment souhaitable? Dans l'affirmative, quelle pourrait en être la forme? Les avis divergent. Certains craignent qu'une définition trop stricte n'empêche beaucoup de groupes de jouir des droits reconnus. Inversement, l'absence de définition a très souvent conduit l'ONU et la communauté internationale à l'impuissance. Par ailleurs, la problématique de peuple, qui paraît insoluble, n'est malheureusement pas la seule. Celle du rapport conflictuel du principe avec d'autres principes du droit international contribue aussi à en limiter l'efficacité. C'est le rapport avec d'autres principes du droit international. L'antinomie entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et d'autres principes a été aussi parfois la source de sérieux blocages et d'affaiblissement du droit international. Son exercice se heurte notamment à la souveraineté des États, pierre angulaire de l'ordre juridique international. Cela viendrait du fait que l'un est un principe destructeur de l'ordre international. Destiné à en assurer le changement et appelé à être exercé par des peuples intégrés dans des États, il met en cause l'unité et l'intégrité territoriale de ceux-ci, et donc leur souveraineté qui, elle, a un caractère conservateur. Il ne faut toutefois pas confondre la souveraineté avec d'autres principes du droit international tels que l'intégrité territoriale, l'inviolabilité des frontières, l'intangibilité des frontières, la non-intervention ou la non-ingérence. Bien qu'il existe une certaine proximité et parfois une complémentarité entre ces notions, rien n'autorise à en faire des notions totalement identiques. On peut noter par exemple que l'inviolabilité des frontières préserve la souveraineté, et que l'intangibilité en est la conséquence. L'intégrité territoriale la garantit et lui est si proche qu'elle est souvent mise en avant comme clause de sauvegarde dans la plupart des grands instruments universels et régionaux concernant le droit à l'autodétermination. Mais derrière ces aspects difficiles et même scabreux du principe, se profile peut-être une évolution que cette étude va aborder. 3. Objet de l'étude et problématique. L'étude portant sur la signification, la place et le rôle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en droit interne international et dans les relations internationales contemporaines, à travers 2 cas précis, la question fondamentale et celle qui en dérive peuvent être formulées en ces termes. À l'heure de la mondialisation, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes reste-t-il ou non ce qu'il était à l'origine? À supposer qu'il se transforme, à quoi cela est-il dû? Que devient-il? Une nouvelle règle émerge-t-elle et comment cela se traduit-il dans les formes politiques, les structures de droit public et au-delà? Quelle incidence cette transformation aurait-elle sur la décolonisation en général? En quoi les 2 cas choisis dans cette étude illustrent-ils son évolution? Et en quoi peuvent-ils constituer des formes nouvelles de démocratie et peut-être des modèles?
Pour répondre à ces questions, la problématique ou la perspective théorique adoptée est la suivante. Alors que l'on croyait ses vertus épuisées et lui-même tombé en désuétude, et malgré ses difficultés, ce principe revient en force. Sur quoi donc peuvent se fonder la valeur et l'intérêt qu'on lui a portés hier et aujourd'hui encore? Repose-t-il uniquement sur sa force juridique et politique, ou se fonde-t-il aussi et en même temps sur sa capacité à muter, à se transformer pour s'adapter au contexte qui s'impose à lui? Il s'agit globalement d'une réactualisation qui vise à vérifier s'il se métamorphose, et si la tendance n'est pas à l'abandon progressif d'une conception pour une autre, illustrée par deux cas, la Nouvelle-Calédonie et le Nunavut. Cette approche insiste sur le caractère dynamique du principe que met en relief le terme de pérégrination. Celui-ci ne fait que traduire ces différentes adaptations, sans aucune connotation péjorative. Au-delà d'une simple approche positiviste qui ne permet pas de sortir des sentiers battus, elle devrait permettre de voir si transformation il y a, pourquoi, comment et quelles en sont les conséquences au niveau interne et international. Elle devrait permettre de déterminer ensuite à quel type ou à quelle forme d'autodétermination correspond chacune des deux unités choisies. Pour quelles raisons évoluerait-il? Dans chacun de ces deux cas notamment, le principe est sollicité pour résoudre un triple problème, celui de la décolonisation et de l'autodétermination en général et celui de la reconnaissance du peuple autochtone en particulier, mais rien n'y est simple, on le verra. Que deviendrait-il alors? S'il semble conserver ses principales caractéristiques de la période précédente, en étant protecteur, bénéficiaire et tributaire de la souveraineté de l'État, ne devient-il pas aussi un droit identitaire? Un droit au partage des pouvoirs, donc un facteur de restriction de la souveraineté de l'État? Hypothèse à vérifier. Ces deux caractéristiques l'inscriraient, le cas échéant, dans le cadre de la postmodernité où l'État, tout en restant incontournable, apparaît de plus en plus encadré, concurrencé, englobé, où la souveraineté, toujours pilier du droit international, tend elle aussi à n'être plus qu'un principe d'ordre, un principe parmi d'autres, et où des droits nouveaux, multiples, spécifiques sont reconnus à certaines catégories de la population dont l'identité est menacée. Ainsi est-on conduit à parler d'un droit identitaire pour ces groupes auxquels les États résistent de moins en moins, et particulièrement les peuples autochtones, qui jouent un rôle important dans l'évolution en cours, et qui tendent à devenir eux-mêmes les bénéficiaires de ce droit encore doux et mou. Ce processus apparaît à travers les statuts accordés aux entités censées les représenter ou incarner leurs revendications, et à travers leur action auprès de l'ONU. Mais au-delà des formes politiques et des structures de droit public, il existe d'autres dimensions de l'autodétermination. Cela conduira donc à aborder un peu la condition juridique de ces peuples autochtones, mais aussi à voir notamment comment fonctionne le pluralisme juridique à l'intérieur des différents États auxquels ils appartiennent. 4 champs et précisions méthodologiques de l'étude. Il sera fait ici la présentation des deux entités étudiées. L'intérêt de leur choix, et celui des méthodes adoptées pour les étudier seront aussi explicités. A. Champ de l'étude. La Nouvelle-Calédonie et le Nunavut servent de champ d'investigation pour illustrer l'une et l'autre l'évolution actuelle du principe. Malgré des trajectoires différentes, ces entités sont des lieux où s'expérimente à la fois la décolonisation, la mise en œuvre de l'autodétermination et la reconnaissance d'un peuple autochtone. 1. La Nouvelle-Calédonie, collectivité française du Pacifique. Archipel de 18 575,5 km² en Océanie et Mélanésie, distante de la France métropolitaine de 17 000 km, la Nouvelle-Calédonie est une collectivité sui generis. Découverte au XVIIIe siècle et colonisée tardivement, elle ne devient française qu'en septembre 1853. Depuis lors, de nombreux heurts entre colonisateurs et colonisés émaillent l'histoire de cette lointaine colonie, fondée sur des incompréhensions et des malentendus entre les autochtones kanaks, porteurs d'une culture originale, incomprise et ignorée, que la colonisation a privé de terre et d'une identité, et une population immigrée dont une partie est considérée elle aussi comme victime de l'histoire. Une colonisation pénale a en effet lieu de 1864 à 1897. Après la Seconde Guerre mondiale, le Code de l'indigénat est aboli et le statut de colonie abandonné.
En 1958, l'indépendance est rejetée par référendum et la Nouvelle-Calédonie devient un territoire d'outre-mer français. De 1946 à 1999, elle connaît une succession de statuts d'autonomie interne qualifiés à juste titre de yo-yo statutaires, dont celui issu des accords de 1988 et celui issu de l'accord de Nouméa de 1998. Pendant cette période, l'autonomie du territoire est tantôt accrue, tantôt réduite par le gouvernement central, soit pour garder la main sur le nickel, soit tout simplement au gré des changements de majorité politique en métropole. Une période marquée par des tensions liées aux revendications d'une population autochtone marginalisée et déçue par certaines restrictions à l'autonomie. La vie politique se polarise peu à peu autour de la question de l'indépendance, une notion ethniquement clivante. Les années 1980 connaissent un tournant décisif car cette population donne à ses revendications une forme plus structurée et une allure plus violente, dont le paroxysme est la prise d'otage d'Ouvéa qui aboutit à la signature des accords de Matignon, le 26 juin 1988. Le nouveau statut découpe le territoire en 3 provinces dont 2 sont dirigées par des Mélanésiens, ramène la paix civile et engage le rééquilibrage. L'autodétermination est différée de 10 ans, mais le partage du pouvoir et le fait que pour la première fois les Calédoniens décident eux-mêmes de leur statut constituent les clés du succès de ces accords. L'accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998 par les mêmes partenaires, prolonge pour 15 ou 20 ans les accords de Matignon, mais avec de grandes innovations portant sur le transfert de nouvelles compétences à la Nouvelle-Calédonie, les lois du pays, le corps électoral restreint, une citoyenneté néo-calédonienne, un Sénat coutumier, des signes identitaires propres à la Nouvelle-Calédonie. Relativement peu peuplée et marquée par un métissage biologique ancien et complexe, elle peine cependant à réaliser un métissage culturel et à se trouver une identité commune. C'est pour y tendre que se retrouvent dans le statut actuel issu de l'accord de Nouméa côte à côte, des institutions dites de la coutume autochtone considérées comme organisatrices du champ social et politique du monde kanak traditionnel, et celles dites modernes dont un gouvernement à la représentation proportionnelle, 3 assemblées de province et un congrès formé par une partie des membres de ces assemblées. Ce statut de collectivité spécifique d'outre-mer dont le socle constitutionnel est l'article 74 ainsi que les articles 76 et 77 du titre 13, se caractérise particulièrement par son caractère évolutif et la possibilité d'une libre détermination. Un référendum est en effet prévu entre 2014 et 2018 sur l'accès à la pleine souveraineté. Ainsi, l'autodétermination et la décolonisation sont-elles déjà en marche. De fortes disparités économiques, sociales, culturelles et spatiales demeurent malgré le rééquilibrage, mais ce statut tend sinon à servir de modèle à ceux qui lui trouvent de nombreuses vertus, du moins à constituer un laboratoire très intéressant. 2. Le Nunavut, une création territoriale au sein du Canada. Alors que la Nouvelle-Calédonie est très éloignée de la France métropolitaine, le Nunavut ou pays des Inuits, en Inuktitut, notre terre, est incorporé au Canada. Nouveau territoire autonome où le pouvoir est fortement décentralisé, il occupe le plus vaste espace géographique dans cet ensemble, soit environ 20% du territoire canadien. Situé à l'extrême nord, il couvre une superficie de 2,12 millions de kilomètres puissance 2, avec un climat arctique aux températures polaires en hiver. C'est le plus jeune et le plus oriental des 3 territoires, qui fut séparé des territoires du Nord-Ouest le 1er avril 1999 par la loi sur le Nunavut et la loi concernant l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Il est le résultat de plus de 20 ans de négociations entre le gouvernement fédéral, celui des territoires du Nord-Ouest et les Inuits de l'Arctique de l'Est représentés par l'Inuit Tapirisat du Canada, ITC, et la Fédération Tungavik du Nunavut, FTN. Ceux-ci sont en effet autochtones de la région arctique de l'Amérique du Nord, du détroit de Bering à l'est du Groenland, et partagent la même culture et la même langue que leurs frères de l'Alaska, du Groenland et de la Russie. Les premiers contacts avec les Européens remontent au XVIe siècle, mais c'est surtout à partir du XIXe que les missionnaires cherchent à les sédentariser et à les convertir au catholicisme. Plus tard, ils seront victimes d'une assimilation forcenée ainsi que de réinstallation, déplacements forcés d'ordre administratif ou liés au développement.
Malgré son immense espace, le Nunavut ne compte qu'une population de 30 000 habitants, répartis au sein de 28 communautés qui, à l'exception de la capitale Iqaluit, 6 184 habitants, siège de l'Assemblée législative, détiennent une population moyenne par communauté de 400 personnes. La langue officielle, l'Inuktitut, est la langue du gouvernement, à laquelle s'ajoutent les langues officielles du Canada, l'anglais et le français. En 2006, le taux de natalité est le plus élevé du Canada, 23,3 pour 1000, et 40% de la population ont moins de 15 ans. C'est un territoire jeune en tout point de vue. Celui-ci est sous l'égide d'un gouvernement public alors que la majorité de la population, 85%, est autochtone. Certains parlent alors d'autonomie gouvernementale inuite, de facto. L'Assemblée législative du gouvernement est élue par l'ensemble de la population adulte résidant au Nunavut. La création de ce territoire fait partie d'une entreprise plus large de décolonisation interne des autochtones au Canada, qu'ils soient amérindiens, métis ou inuits, même si ces peuples ont subi de manière inégale la pression de la colonisation européenne, et ont chacun leur identité et des intérêts propres à défendre. B. Précision méthodologique de l'étude. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un thème débattu en droit international, mais aussi en sciences politiques, en relations internationales et en philosophie du droit. D'autres sciences sociales comme l'anthropologie s'y intéressent. Notre approche sera fondamentalement juridique, un peu comme celle qui a été privilégiée jusqu'à présent par de nombreux auteurs dont nous nous inspirerons. Ainsi, pour bien cerner le contenu et la portée actuelle du concept, nous procéderons à l'examen minutieux des textes, des instruments internationaux à portée universelle ou régionale, des traités ou conventions, à celui de la pratique des organisations internationales et des États, notamment leur prise de position officielle ou discours justificatifs, mais aussi à celui de la doctrine et de la jurisprudence qui sont des sources indirectes. Certains auteurs ont choisi de n'aborder ce thème que sous l'angle positiviste sous prétexte qu'il présente des paramètres qui sont presque tous politiques, et que les questions morales et philosophiques qui accompagnent le débat juridique ne sont guère résolues. Si cette profession de foi positiviste a le mérite d'être claire en termes méthodologiques, elle fait cependant croire que le rôle créateur de l'interprète n'existe pas, et sous-estime les influences morales et idéologiques auxquelles tout juriste ou tout scientifique est soumis consciemment ou non, de même qu'elle érige la méthode positiviste comme la seule valide pour le juriste, en écartant des apostrophes. Autres approches méthodologiques tout aussi valables scientifiquement, et qui feraient appel à de la philosophie ou à de la sociologie du droit, ou encore à de l'anthropologie juridique par exemple. Le positivisme juridique, et même le droit à lui tout seul ne suffisent plus à rendre compte d'un grand nombre de situations et de réalités. La nécessité d'un dialogue avec des disciplines transversales au droit permet de prendre en compte d'autres dimensions, historiques, politiques, anthropologiques, philosophiques, etc., qui l'enrichissent au lieu de l'appauvrir. Aborder le droit dans toute sa diversité, sous l'angle de la pluralité des cultures, pourrait par ailleurs être le gage d'une bonne gouvernance. Parce que la diversité des approches analytiques pour traiter d'un même objet de recherche est possible et même parfois indispensable, et que notre problématique est une problématique du pourquoi et du comment, nous serons amenés à dépasser le simple point de vue du positivisme juridique, pour expliquer l'émergence de ces nouvelles curiosités juridiques, que sont toutes ces entités naissantes au statut divers. Notre approche sera aussi comparative. Mais le droit comparé offre-t-il une théorie qui en guiderait la pratique? Il semble que, généralement, deux exigences s'imposent aux comparateurs quelle que soit la discipline. La comparabilité des objets à comparer ce qui est comparable, et la pertinence de la comparaison, comparer à juste titre ce qui est comparé car comparaison n'est pas toujours raison. Encore faut-il savoir sur quels critères se fonder pour déterminer ce qui est comparable. 1. Le choix de la méthode comparative. Rappelez ce qu'est la comparaison, et la méthode comparative nous permettra ensuite de donner les raisons du choix de cette méthode ainsi que les critères et l'intérêt du choix des unités que nous avons fait. A. Les raisons du choix de la méthode comparative. Cécile Vigour affirme que comparer c'est, dans une première approche, relever des différences et des points communs en fonction d'un critère qu'il convient de définir au préalable et qui oriente le regard du chercheur.
Dès lors que l'on considère au moins deux termes en fonction d'un même critère, a priori, rien n'est incomparable. La comparaison peut donc être une méthode, mais aussi une manière de voir. Elle peut avoir une logique épistémologique, théorique, descriptive ou explicative. Elle pourra permettre ici de faire ressortir une logique sous-jacente à des expériences de décolonisation conduites de nos jours à des lieux différents, sans nier pour autant l'originalité de chacune d'elles, avec la conviction que ce qui converge en elles est plus important que ce qui les distingue. Elle permettra ainsi de décrire l'évolution du principe de l'autodétermination et ses différentes applications, cette description conduisant à distinguer différentes formes ou modèles d'autodétermination. B. La comparabilité des deux cas, les critères et l'intérêt du choix. Dans les deux exemples étudiés, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sert de fondement à la décolonisation et à la reconnaissance du peuple autochtone. L'accord de Nouméa et l'accord sur le Nunavut sont des accords d'autodétermination et constituent le point de départ d'une relation postcoloniale. Les deux entités sont comparables, car leur différence n'est pas dans la légitimité de leur autodétermination, mais simplement dans l'expression et la forme de celle-ci. Le choix a reposé sur une stratégie comparative explicite, celle d'une combinaison entre la stratégie des systèmes très différents d'Apchevorski et Ashton et la méthode de la concordance et de la différence de John Stuart Mill. La première fait abstraction des différences pour mettre en évidence les points communs et les expliquer, alors que la méthode des systèmes très similaires étudie les systèmes assez proches mais qui divergent quant aux facteurs examinés. Au-delà du fait que ce qui converge en elles est plus important que ce qui les distingue, le choix des deux entités s'est fait à partir de certains critères. Il a combiné leurs différences et leurs ressemblances. Le premier critère est celui de la présence en leur sein de peuples autochtones qui sont à l'origine des revendications d'autodétermination et participent à sa mise en application. Ils contribuent de ce fait à la transformation du droit à l'autodétermination et à celle de la souveraineté. Le second critère est la relative infériorité démographique de ces peuples autochtones par rapport à l'ensemble de la population du pays. Le troisième critère est celui de la différence des régimes politiques et juridiques des États auxquels ces entités appartiennent. Le Nunavut fait partie du Canada, État fédéral constitué de provinces et de territoires au statut divers, État anglophone et francophone où s'applique essentiellement la common law et le droit civil, avec une monarchie parlementaire. Alors que la Nouvelle-Calédonie fait partie de la France, une république unitaire où existe un ordre juridique, avec hiérarchie des normes et subordination du juge à la loi. Le quatrième critère est celui d'une pratique institutionnelle de plus de 10 ans, depuis la signature des accords qui ont donné naissance au statut actuel des entités. Le cinquième et dernier critère est celui des situations géographiques et culturelles assez différentes, avec cependant des situations politiques actuelles largement tributaires de l'histoire et de la colonisation. Même si l'un est géographiquement incorporé dans l'État auquel il appartient, et l'autre très éloigné du sien, les deux ont connu une colonisation de peuplement qui a minorisé le peuple autochtone. L'intérêt du choix est clair. Permettre une meilleure connaissance de leur situation au regard du droit international de la décolonisation et du droit français et canadien, mais aussi apporter des éléments de réponse à la problématique générale de la décolonisation et de l'autodétermination actuelle. Nous l'avons dit, notre choix porte un intérêt particulier sur les peuples autochtones. Nous sommes partis de l'idée que c'est une catégorie politique qui fait bouger les idées et les lignes du droit depuis quelques décennies, et qui est en train de déplacer l'axe directeur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est notamment une revendication d'indépendance kanak qui s'est exprimée à travers les actions militantes, engagées depuis les années 80. Mais ce peuple n'étant plus seul, la Nouvelle-Calédonie sera étudiée comme une entité composite au double visage, avec d'une part un peuple calédonien constitué de toutes les ethnies qui la composent et qui est concerné par l'autodétermination, et d'autre part un peuple autochtone, le peuple kanak dont la revendication d'autodétermination est légitime et ancienne et qui jouit de certaines protections internationales. Au Nunavut, c'est aussi le peuple autochtone largement majoritaire qui est à l'origine de la revendication d'une autonomie gouvernementale, et même s'il ne revendique guère l'accession à la souveraineté pour l'instant, il n'a en aucune façon renoncé à son droit à l'autodétermination.
Par ailleurs, ces deux cas semblent illustrer le rapport dialectique qu'entretiennent deux principes fondamentaux du droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la souveraineté des États. C'est enfin parce que l'analyse binaire permet d'émettre des hypothèses générales et de les tester tout en réalisant une étude empirique de chaque cas sur la base de matériaux variés, en trouvant un bon équilibre entre le général et le particulier. Bref, parce qu'elle permet de faire le va-et-vient entre l'infime grand et l'infime petit, que deux cas seulement ont été retenus. 2. Le recours à la méthode hegelienne, la dialectique. L'une des fonctions de la science du droit est d'éclairer sur les concepts et leur transformation. Ayant rejeté l'idée de nous appuyer exclusivement sur le positivisme, car rien n'est simple dans le phénomène juridique, et la positivité peut être trompeuse, nous faisons appel à d'autres disciplines comme la philosophie du droit qui permet de saisir les problèmes dans leur complexité. Celle-ci a une fonction heuristique et explicative intéressante, dans la mesure où elle s'efforce de préciser et de clarifier le sens des phénomènes juridiques et leur interdépendance. A. La méthode hegelienne. Le professeur Francis-Paul Benoît nous suggère à ce propos le rationalisme absolu et la dialectique de Hegel pour l'analyse des notions et des concepts, en tant qu'instrument de la connaissance juridique. Hegel préconise en effet sa méthode dialectique qui permet de préciser le rôle du concept comme moyen de connaissance des institutions juridiques, en elles-mêmes et dans leur évolution, en allant au-delà des apparences extérieures, superficielles, auxquelles s'attachent souvent les juristes. Pour lui, le concept d'une institution est la part de rationnel qu'elle comporte à un moment donné. Elle est commandée dans sa formation et son évolution par l'idée, stade rationnel absolu, qui la tire peu à peu vers le stade de la perfection rationnelle. C'est alors une étape dans l'évolution mais aussi la cause du mouvement. Un aspect du concept, la thèse, s'oppose à un autre aspect simultané de ce concept, l'antithèse. L'on retient ce qui est vrai dans chacun de ces éléments contradictoires, et l'on surmonte la contradiction en réalisant la synthèse, ce qui fait progresser la connaissance de l'institution. Cette progression se fait par le dépassement de l'opposition qui réalise une étape nouvelle, exprimée par un nouveau concept dans la marche de l'institution vers le stade du rationnel absolu. Cette méthode est reprise par le professeur Charles Chaumont pour qui l'idée féconde de contradiction permet de comprendre comment et pourquoi se forme la règle de droit, ainsi que son évolution, car le droit international n'est pas un univers clos replié sur lui-même, et la société internationale est hétérogène et soumise à de nombreuses contradictions. C'est parce que ce droit entretient des relations dialectiques avec les réalités internationales, qu'il préconise de toujours replacer les phénomènes juridiques dans leur globalité, c'est-à-dire dans leur liaison avec les autres phénomènes et donc dans leur contexte. Cela devrait nous permettre de découvrir l'évolution du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui n'a pu en effet échapper ni aux forces contradictoires endogènes, propres au principe lui-même, ni surtout aux forces exogènes qui régissent la société internationale et commandent le comportement des États. Ainsi, le droit des peuples colonisés par exemple entretait-il en conflit avec la souveraineté des États colonisateurs, et par la suite, c'est la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale des nouveaux États décolonisés qui s'opposent à la mise en œuvre du droit des peuples vivant en leur sein. La contradiction entre ces deux principes est l'une des contradictions propres à notre époque, qui constitue la trame des relations internationales et donc du droit international contemporain. En effet, une bonne partie du droit international est fondée sur la souveraineté, et une bonne partie repose ou s'inspire du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une antinomie. Mais c'est une antinomie avec laquelle il faut vivre, et le droit international contemporain a souvent fait la synthèse en surmontant ces contradictions. L'antinomie n'est donc pas entre un état de droit dépassé et un état de droit en progrès, mais entre deux constatations juridiques simultanées et contemporaines. Aussi ne sert-il à rien d'incriminer l'une ou l'autre de ces notions sous prétexte qu'elles nous ont dressés les uns contre les autres. Ce constat devrait permettre d'aborder sereinement l'évolution conceptuelle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. B. L'évolution conceptuelle du principe. C'est pour surmonter l'antinomie entre la souveraineté des États et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que le contenu du principe a évolué par tâtonnements successifs, oscillant selon les périodes,
entre la priorité aux droits des peuples et la priorité à l'intégrité des États, et donnant naissance à différentes conceptions du principe. Dans cette évolution, deux périodes et deux conceptions ont pu être distinguées. Une conception classique et une conception moderne. Il semble qu'une troisième soit en train de voir le jour. La conception classique. Elle prévaut avant et après la Première Guerre mondiale, dans un contexte dominé par le principe des nationalités, une théorie politique qui veut que l'État et la nation coïncident dans les groupements politiques, selon le modèle « un peuple, une langue, un État ». Elle a un contenu multiple. Le droit des peuples déjà constitués en état de disposer d'eux-mêmes, le droit de faire sécession et de parvenir à l'indépendance, le droit pour une population de ne pas être échangée ou cédée contre sa volonté, le droit sur le plan interne et constitutionnel de choisir son régime politique, et le droit des peuples, à l'intérieur des États, de se gouverner eux-mêmes. Les bénéficiaires sont soit une partie de la population, le peuple non constitué en État, soit l'État lui-même, le peuple déjà constitué en État. Ces aspects et ces finalités contradictoires sont surmontés. Le principe présente deux aspects dont l'un est révolutionnaire quand il soutient la sécession, et l'autre conservateur quand il défend l'ordre établi et protège les États. La contradiction est surmontée par la fusion de deux philosophies. Celle qui fait une liaison étroite entre l'idée démocratique et l'idée nationale, en mettant en valeur le peuple et sa souveraineté, et celle qui donne la préférence à la liberté de choix. Cette approche est utilisée systématiquement lors du Congrès de Versailles, qui associe les deux principes de la souveraineté nationale et de l'autodétermination pour garantir la paix et la justice. Amael Kataruzza considère que la conception classique du droit des peuples a été une conception ethno-nationale, fondée sur l'idée que le territoire politique idéal doit rassembler tous les membres d'un même groupe ethnique. C'est la question des nationalités qui l'a beaucoup influencé, voir figure 2, infra. Figure 2, le principe d'autodétermination ethno-nationale. Selon le modèle des O et des XS de Jean Laponce. Source LAPONCE, Jean A, National Self-Determination and Referendum. The Case for Territorial Revisionism, Nationalism and Ethnic Politics, Volume 7, numéro 2, Summer 2001. Mais cette situation ne s'est pas éternisée. Les réalités internationales ayant changé, une conception nouvelle a émergé. La conception moderne du droit des peuples. Elle succède à la conception classique et c'est elle qui est consacrée par le droit international positif, c'est-à-dire celui qui est actuellement en vigueur. Elle prévaut de la fin de la Deuxième Guerre mondiale au début des années 90, dans un contexte dominé par la décolonisation. Les deux superpuissances soutiennent les nationalismes des pays colonisés, et l'arrivée massive de nouveaux États à l'ONU permet à ceux-ci, en dépit des résistances, de peser de tout leur poids sur la formation du droit international, et de remettre en cause les anciennes règles prétendument d'intérêt général qui correspondaient en réalité aux intérêts des grandes puissances. Ainsi, la règle de droit ayant pour fonction première de surmonter les contradictions antagoniques, le nouveau droit des peuples va les surmonter et s'adapter. Le nombre de bénéficiaires est maintenu à 2. Les populations coloniales non constituées en État, et les États déjà établis mais nouvellement indépendants. Le peuple est réduit à la population coloniale. Il se voit reconnaître le droit de déterminer son statut politique. Ce droit est ramené pour les besoins de la décolonisation au droit à l'indépendance, et ce peuple peut faire sécession pour accéder à l'indépendance, celle-ci devenant la seule libre et authentique détermination. Mais l'affirmation du droit des États déjà établis à l'autodétermination fait aussi de ces États des peuples-États, qui invoquent leur unité nationale ou leur intégrité territoriale pour se protéger contre toute sécession. Ayant le droit de disposer d'eux-mêmes, ils se voient reconnaître le droit de sauvegarder leur indépendance et leur souveraineté, et même de la consolider, ce qui implique pour les autres États le non-recours à la menace et à la force et la non-intervention. Ici encore, les aspects et finalités contradictoires sont surmontés. Après la Seconde Guerre mondiale, avec le phénomène colonial, la décolonisation incarne l'idée de liberté, de justice, d'égalité qui devrait être répercutée sur le plan des relations internationales. Pour lutter contre toute domination coloniale ou étrangère, l'indépendance devient une solution nécessaire pour tous les peuples coloniaux et un objectif à court terme à atteindre.
Elle devient même une évidence idéologique. Mais il faut aussi préserver l'unité nationale et l'intégrité territoriale des fragiles et jeunes États. Les deux finalités vont être conjuguées, et leur conjugaison fait disparaître l'ambiguïté du principe, et lui confère une unité idéologique qui les range toutes les deux dans le camp de la lutte contre le colonialisme. Pour Akatarudza, avec le développement des nationalismes radicaux et totalitaires dans les années 30, le principe ethno-national d'autodétermination, autrefois symbole de démocratie, apparaît comme dangereux. Il cède la place au principe territorial d'autodétermination, voire figure 3, infra, qui rejette le droit de sécession en dehors de frontières étatiques préexistantes. Il se fonde sur l'idée que la souveraineté territoriale et nationale repose sur un État qui transcende les appartenances ethniques. On voit bien avec cette évolution que la thèse selon laquelle le principe s'adapte au contexte qui s'impose à lui est une nouvelle fois accréditée. De la même façon, ne voit-on pas apparaître de manière sous-jacente ou explicite le même processus depuis que le principe territorial est mis à l'épreuve dans certaines régions du monde ? Figure 3, le principe d'autodétermination territoriale. Selon le modèle des O et des XS de Gilles Aponce. Source LAPONCE, Jean A, National Self-Determination and Referendum. The Case for Territorial Revisionism, Nationalism and Ethnic Politics, Volume 7, numéro 2, Summer 2001. Une conception postmoderne du droit des peuples ? Bien que le droit des peuples ait servi de fondement à l'émancipation de nombreux peuples qui ont pu disposer d'eux-mêmes, les conflits séparatistes qui se sont multipliés à l'intérieur des pays nouvellement indépendants, Biafra, Sahara occidental, Timor, Érythrée, ceux qui sont nés du démantèlement de l'Empire soviétique, et plus tard ceux qui ont surgi aux frontières de la Russie, Tchétchénie, Ossétie du Sud, ainsi que sur les décombres de la Yougoslavie, Bosnie, Kosovo ont révélé les limites de son application. L'institution onusienne s'est trouvée souvent paralysée par les pressions contradictoires de ses membres et le caractère conflictuel des principes dont il se réclamait. Alors, soucieuse de stabilité, elle a tantôt fermé les yeux sur quantité de violations de ce droit, tantôt pris position au cas par cas selon le rapport des forces et l'issue des combats sur le terrain, chaque fois que les revendications des peuples à l'autodétermination avaient donné lieu à des conflits fratricides, souvent longs et sanglants. Ce bricolage, observé surtout pendant la période de flottement qui a suivi la vague de décolonisation des années 60 à 70, a fait croire que le principe tombait en désuétude, et se demander s'il fallait considérer que sa tâche historique remplie, le principe, avait trouvé place au musée des idées mortes. Pourtant, depuis 2 décennies environ, il renaît de ses cendres, et il est désormais question de le remettre au goût du jour en le réévaluant et en précisant ses modalités. La communauté internationale, semble-t-il, s'accorde majoritairement sur le rejet de l'émiettement de l'espace interétatique avec une prolifération d'États plus ou moins viables, mais elle diverge sur le contenu à accorder au principe. Tout en reconnaissant le droit des peuples coloniaux à la sécession et donc à l'indépendance, certains préconisent d'approfondir la réflexion engagée sur la protection internationale des peuples indigènes et des minorités, celle-ci ne passant pas nécessairement par l'octroi de structures institutionnelles propres et indépendantes mais par l'élaboration de règles protégeant leur religion, leur langue, leur tradition, avec un statut garanti constitutionnellement, ou par l'attribution des apostrophes, une personnalité juridique internationale. Un grand nombre de juristes de droit international et d'État penchent en effet pour l'affirmation ou la réaffirmation d'un droit à l'autodétermination interne, c'est-à-dire le droit pour un peuple de s'autodéterminer à l'intérieur du système ou de l'État dans lequel il vit. Toutes ces approches conduisent à une réorientation de la problématique du droit des peuples, qui se concrétise après la chute du mur de Berlin. Avec l'éclatement de l'Empire soviétique et celui de la Yougoslavie qui ont entraîné la création de nouveaux États, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'affirme et se confirme. Mais après que le droit des peuples dominés a prévalu, c'est par la suite, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale des nouveaux États libérés qui s'opposent à la mise en œuvre du droit des peuples vivant en leur sein. La communauté internationale confirme alors à cette occasion le principe territorial d'autodétermination, et non le principe ethno-national dans le règlement des conflits, pour éviter une trop grande fragmentation de l'Europe. Toutefois,
Si le droit à l'autodétermination est reconnu au sein des frontières politico-administratives des anciennes structures étatiques, les droits des minorités sont aussi réaffirmés. En Yougoslavie notamment, cette évolution est entérinée par la commission Badinter, mise en place par l'Union européenne, qui conclut que quelles que soient les circonstances, seules les républiques constitutives de l'État yougoslave seraient reconnues comme État successeur de la Yougoslavie. Elle propose de concilier le droit à l'autodétermination avec le principe de l'intégrité territoriale, cette conciliation reposant sur un système de protection des droits des peuples et des minorités que les États sont tenus de garantir en vertu du droit international, et elle considère même que ce droit des minorités fait partie du jus cogens. L'intégrité territoriale de l'État établi étant réaffirmée, le droit à l'autodétermination des minorités et des peuples intégrés exclut le droit à la sécession, mais en contrepartie, l'État englobant doit protéger et garantir, conformément au droit international général en vigueur, un droit imprescriptible à la préservation de leur identité nationale propre. On voit bien, à travers cette analyse, l'intérêt d'aller au-delà d'un simple constat de positivité ou de non-positivité d'un droit ou d'un principe. Mais on voit aussi que pour prendre la mesure de l'évolution en cours et rendre compte de la réalité, ni les schémas de pensée traditionnels ni même les seules méthodes juridiques ne suffisent plus. Il faudrait donc s'efforcer de construire d'autres outils, de forger d'autres grilles d'analyse pour éclairer et enrichir le droit en général, et en l'occurrence, pour réévaluer la conception de l'autodétermination. Vu sous l'angle hegelien, le cas yougoslave illustre bien la conjugaison de deux préoccupations contemporaines contradictoires. La conception de l'autodétermination, que cette étude essaie de mettre en lumière, se structure autour de deux pôles dont elle associe les règles apparemment antinomiques. D'un côté, la sauvegarde de l'intangibilité des frontières, l'intégrité territoriale et la stabilisation du pays, et de l'autre, le respect des minorités et des droits de l'homme en général. Une fois encore, les aspects contradictoires sont surmontés, les antagonismes gommés ou occultés pour trouver une ingénieuse synthèse fût-elle provisoire. Elle met aussi en lumière une dialectique entre les deux principes, le droit des peuples et la souveraineté des États, qui s'influencent mutuellement et se transforment lentement. L'un tendant à restreindre l'autre en même temps qu'il le protège et lui reste tributaire. Et au-delà de ce constat, on peut aussi noter que les droits de l'homme, le droit des minorités et celui des peuples autochtones forment maintenant un ensemble, position très différente de celle qui a présidé à la construction de l'ONU. Le droit des minorités et celui des peuples autochtones appartiennent aux droits de l'homme. Dans la mesure où ces droits appartiennent aux droits de l'homme, ils sortent du domaine réservé des États. Leur violation grave et systématique donne à tout le moins un droit de regard à la communauté internationale sur le comportement des États fautifs. Vu sous l'angle de la postmodernité, l'évolution est aussi perceptible. Le concept d'autodétermination postmoderne sert ici à fournir une grille d'analyse de cette évolution que subit le principe. Au-delà de l'extrême diversité des situations et des revendications, il vise à mettre en évidence des tendances lourdes qui travaillent celui-ci. La postmodernité juridique étant un amalgame entre son aspect anti-modernité, rupture, et son aspect hypermodernité, continuité, l'autodétermination postmoderne révèle bien cette double tendance que notre étude tentera de faire ressortir. On découvre ici encore que l'autodétermination est un facteur de restriction de la souveraineté de l'État, première partie, et qu'elle est par ailleurs protectrice, bénéficiaire et tributaire de la souveraineté de l'État, deuxième partie. Ces deux réalités contemporaines lui donnent incontestablement une dimension postmoderne, ces hypothèses de base étant illustrées par les deux cas choisis, la Nouvelle-Calédonie et le Nunavut. Première partie, l'autodétermination, facteur de restriction de la souveraineté. Comme facteur de restriction de la souveraineté de l'État, l'autodétermination transforme celle-ci au plan international et au plan interne. Le terme de restriction est à prendre ici avec prudence à cause de la complexité de la notion de souveraineté. Celui de substitution pourrait lui être préférable. Mais si l'on conçoit comme nous la restriction comme un recul, une atténuation, c'est d'abord au plan international que se joue le processus dialectique et que la restriction de la souveraineté par l'autodétermination est perceptible.
Celle-ci n'est possible qu'avec l'assentiment des États qui, par méfiance, ne se prononcent que très lentement. Malgré cette lenteur, la transformation se fait à travers l'émergence d'un droit identitaire et la reconnaissance internationale du pluralisme. C'est ensuite au sein même des États que l'autodétermination révèle sa dimension réductrice de souveraineté, où s'observe aussi l'émergence d'un droit identitaire et la référence au pluralisme, dans une extrême variété de situations et de politiques, que ce soit l'insertion du pluralisme dans les constitutions, que ce soit la transformation de principes constitutionnels, le partage des pouvoirs ou le pluralisme juridique. Titre 1. La transformation de la souveraineté par l'autodétermination au plan international. Cette transformation est le résultat d'une apparition progressive d'un droit qualifié d'identitaire et d'une reconnaissance multiforme du pluralisme. L'émergence de ce nouveau droit passe par une lente mutation du concept de décolonisation et celui de peuple, par une timide reconnaissance de ce droit à d'autres peuples, et par une portée bivalente attribuée à ce droit lui-même. La reconnaissance internationale du pluralisme se fait quant à elle à travers une activité normative des institutions internationales, à travers des prises de position étatiques, et à travers des modes d'élaboration du droit marqués par la négociation, le consensus, la flexibilité et l'adaptabilité. Mais seul un examen attentif de l'état de ce droit permettra de vérifier si les normes dont il se prévaut attestent bien d'une mutation juridique fondamentale ou encore embryonnaire. Chapitre 1. L'autodétermination et l'émergence d'un droit identitaire. Toute règle de droit a un fondement idéologique politique et tend à répondre aux nécessités d'un milieu social à une époque donnée. C'est la législation et la pratique qui en permettent la concrétisation. En droit international en particulier, la coutume et la doctrine jouent alors un rôle intéressant, mais c'est vraiment la convention qui permet d'accélérer le processus. Ce rappel évoquant l'origine des règles de droit en général et la théorie des sources en droit international en particulier, nous conduit à replacer le droit identitaire dans le contexte actuel, avant d'aborder ces différentes formes de déclinaison que sont la lente mutation de certains concepts, la timide reconnaissance de certains peuples ou encore la portée bivalente assignée progressivement au droit des peuples lui-même. Section 1. Un nouveau contexte international et l'irruption de l'identité. C'est dans un contexte de fin de guerre froide, de mondialisation accélérée, d'ébranlement de l'ordre territorial, de forte avancée des droits de l'homme et de la démocratie, phénomène qui accompagne la postmodernité, que s'impose de plus en plus le fait identitaire. L'identité réinvestit le champ social, politique, juridique et scientifique en général, sans doute à cause d'un malaise général qui conduit au repli sur soi ou à une quête de soi très forte. 1. Un nouveau contexte international. Tiraillé entre divers mouvements contradictoires que sont la régulation et l'anarchie, la mondialisation et la fragmentation, l'intégration et la décentralisation, la société internationale contemporaine connaît aussi toutes sortes de mutations idéologiques et conceptuelles dont celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes que nous étudions. À la mondialisation. La mondialisation, processus d'internationalisation apparu depuis longtemps, s'amplifie et s'accélère au cours des années 1990. Phénomène multiforme désignant l'expansion et l'harmonisation des liens d'interdépendance entre les nations, les activités humaines et les systèmes politiques à l'échelle du monde, il aboutit à l'effacement virtuel des frontières, touche tous les pays et toutes les personnes dans la plupart des domaines. Il se traduit par des transferts massifs et des échanges internationaux de biens, de main-d'œuvre, d'informations et de connaissances de moins en moins contrôlables, mais aussi par une homogénéisation progressive des styles de vie, des modes de consommation et des standards culturels. Il s'agit d'une mondialisation des marchés, de la communication, de la culture et de la politique qui, par une dynamique nouvelle, est en train de passer à une nouvelle ère, celle de la globalisation. Cela signifie qu'un transfert s'opère de la sphère nationale à la sphère mondiale, et que la plupart des problèmes ne peuvent plus être résolus à l'échelon national. L'action combinée de tous ces éléments déstabilise le modèle étatique, remet en cause l'ordre mondial dans presque tous les domaines. Des sociétés tout entières sont secouées par cet immense cyclone, qui tend à tout balayer et tout déraciner.
Mais il favorise ou renforce ici et là des réflexes de repli identitaire qui trouvent dans le droit à l'autodétermination l'outil idéal à mettre au service de leur cause. On parle ainsi de glocalisation, qui traduit cette dynamique complexe d'homogénéisation et de différenciation sans cesse renaissante. B. La fin de la guerre froide. La guerre froide ayant été la période de tensions et de confrontations idéologiques entre les deux superpuissances, USA et URSS, et leurs alliés de 1947 à 1991, la chute du communisme dans l'ex-URSS marque la fin de cette ère et favorise le triomphe de la démocratie libérale. Ce nouveau contexte est propice à la démocratisation continue des continents qui s'accélère, et à la mise en place des normes internationales sur les droits de l'homme. Les bases d'une justice internationale sont posées. Un grand nombre de démocraties populaires de l'Europe de l'Est, du monde communiste, mais aussi de régimes autoritaires se libèrent. Toutefois, alors que tout semble réuni pour une paix mondiale durable, l'émergence de nationalismes qui s'étaient plus ou moins assoupis après la Seconde Guerre mondiale replonge le monde dans l'incertitude. Des revendications d'indépendance se développent ou se réactivent un peu partout. La fin de la guerre froide rend possible un certain nombre de ces revendications identitaires. L'éclatement du bloc soviétique notamment, ainsi que l'activisme de certains groupes en mal de liberté, remettent à l'ordre du jour toute la problématique de l'identité collective et de l'autodétermination, et donnent à celle-ci l'occasion de se faire une nouvelle jeunesse. Des principes comme l'intangibilité des frontières et l'intégrité territoriale semblent en danger. C'est la fin des territoires. La période semble en effet aussi marquée par la fin des territoires. Celle-ci sanctionne le déclin d'un ordre reposant sur eux qui a permis au droit international et la morale universelle de se réconcilier sur ces bases, en conjuguant les principes de l'intégrité territoriale avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette construction est aujourd'hui ébranlée par la modernité, la mobilisation accrue des individus, les progrès de la communication et le retour en force du particularisme, du confessionnalisme et de l'ethnicisme, entraînant une confusion générale. L'État identitaire tend à se substituer à l'État-nation. La fin des territoires participe elle aussi à la résurgence et à la multiplication des revendications d'autodétermination et identitaires. Désormais, le principe d'intégrité territoriale s'inscrit en décalage par rapport à celui qui reconnaît au peuple le droit de disposer d'eux-mêmes. À mesure que la définition politique des peuples s'efface devant une conception ethnique, l'affirmation d'autodétermination suppose une remise en cause globale et désacralisée des territoires dont on constate d'ailleurs qu'elle inquiète tous les États. Ce constat de Bertrand Badi n'a rien d'excessif. Il est partagé par de nombreux autres auteurs qui s'en prennent à la modernité, alors même qu'une autre réalité prend le relais de celle-ci, la postmodernité. Dès la postmodernité. La modernité en Occident est la croyance dans les vertus de la raison ayant entraîné un processus général de rationalisation à presque tous les niveaux, technique, économique et politique, une croyance assortie de mythes comme ceux de la science qui assurent la maîtrise de la nature, la linéarité du progrès, le sens de l'histoire et l'universalisme des modèles construits en Occident et fondés sur l'individualisme qui place l'individu au centre de la société. La postmodernité, quant à elle, désigne la dissolution survenue dans les sociétés contemporaines occidentales vers la fin du XXe siècle, de cette référence à la raison comme totalité transcendante. Elle aurait comme conséquence un nouveau rapport au temps centré sur le présent, une fragmentation de la société et de l'individu, et enfin un nouveau mode de régulation de la pratique sociale. Elle est censée prendre le relais d'une modernité entrée en crise. Pour certains, elle a pour ambition de corriger les dangers et les dérives de la modernité, ce qui ne ferait d'elle qu'une hypermodernité, c'est-à-dire une modernité plus authentique, plus radicale, appelée à retourner à ses deux dimensions originaires, la rationalisation et la subjectivisation. Pour d'autres, elle constituerait une véritable rupture avec la modernité, une anti-modernité, se traduisant par la remise en cause du primat de la raison ainsi que des mythes qu'il véhicule, l'accent étant mis désormais sur le désordre, la complexité, l'indétermination, le relativisme, l'individualisme prenant des directions nouvelles traduites par une absolutisation du moi,
une exaltation des différences et des singularités. En réalité, il semble bien qu'elle soit un amalgame complexe des deux thèses en présence, à la fois hypermodernité et antimodernité. Et le droit, qui a été expression et vecteur de la modernité, subit le contre-coup de la crise de celle-ci, dans ses principes et les modalités de son agencement. Considéré comme élément d'antimodernité, le droit postmoderne oppose désormais le pluralisme à l'unité du droit moderne, la diversité à la hiérarchie, la régulation à la contrainte et l'adaptabilité à la stabilité. Il accorde ainsi plus de place au pluralisme juridique, à la négociation, au consensus, à la flexibilité qui donne lieu au droit mou, un droit sans précision que rejettent encore certains juristes. Par contre, considérée comme hypermodernité, la postmodernité juridique n'est qu'un processus d'adaptation du droit moderne au contexte nouveau des sociétés contemporaines, un processus d'activation de dimensions déjà présentes au cœur de la modernité. D'où la persistance de la rationalisation car la raison juridique ne disparaît pas mais devient une raison pratique, la rationalisation du dispositif permettant de reconstruire un nouvel ordre à partir d'un pluralisme et d'une diversité assumée. Nous verrons à quel point cette évolution générale du droit est propice à celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. À la lumière de tout ce qui précède, il apparaît bien que l'on passe d'un monde à un autre. La dislocation des empires coloniaux, puis celle de l'Empire soviétique, associée à des phénomènes tels que la fin de la guerre froide et des territoires, et surtout la mondialisation et la postmodernité, ont conduit à des revendications identitaires de toutes sortes. L'identité revient. 2. L'irruption de l'identité sur la scène nationale et internationale. L'idée selon laquelle l'identité refait irruption sur la scène nationale et internationale se répand. Cette irruption a nécessairement une portée juridique. A. Le concept d'identité et le droit à la différence. Le concept de l'identité au préalable abordé dans sa généralité permettra ensuite de mieux appréhender le droit à la différence qu'il induit. 1 degré l'identité en général. Mot emprunté au bas latin identitas qui veut dire qualité de ce qui est le même. L'identité est dans son sens commun, le caractère de ce qui est un. C'est un concept polymorphe et vaste que plusieurs disciplines ont abordé et n'ont pas cerné totalement, d'autant plus qu'il est mouvant et flou. Pour le sociologue Jean-Claude Kaufmann, l'identité paraît simple. Mais plus on essaye de la définir sérieusement, moins on la comprend. Il existe des définitions différentes voire opposées. En réalité, l'identité est un travail subjectif de l'individu pour produire du sens. Croire que l'identité est liée à nos racines, qu'elle se confond avec l'identité administrative ou qu'elle est fixe est une erreur et peut mener aux intégrismes identitaires. Les juristes la désignent comme l'ensemble des données de fait et de droit qui permettent d'individualiser quelqu'un, même si elle est absente du vocabulaire juridique courant, car ils lui préfèrent souvent des mots tels que statut, condition ou état de la personne. Chaque personne a une identité individuelle, mais aussi, quoi qu'on dise, une autre la relie à un groupe, celle qui permet de l'identifier à la communauté à laquelle elle appartient, c'est-à-dire à l'ensemble des référents qui recueillent son adhésion de vivre avec d'autres. Langue, religion, croyance, histoire, etc. Le sentiment d'identité culturelle provient de l'appartenance à un groupe dont la définition et la cohésion repose sur un système commun et relativement cohérent de valeurs et d'institutions. Elle est fondée sur des éléments objectifs, mais elle fait aussi une large part à la subjectivité et comporte une part d'imaginaire qui permet de se construire un passé commun, garant d'un avenir commun. Elle se révèle relative et changeante, et se caractérise par une oscillation perpétuelle et la recherche d'un équilibre entre la permanence rassurante des traditions et l'adaptation nécessaire aux situations nouvelles. Elle peut donc se revendiquer individuellement, mais aussi collectivement car tout ordre social implique une identité collective, une identité de groupe. Alors qu'elle semblait en perte de vitesse, la question de l'identité revient au devant de la scène nationale et internationale. Elle devient même une obsession dans la société contemporaine, et fait planer de graves menaces telles que le fondamentalisme et l'intégrisme identitaire. C'est réellement une vieille idée toute neuve, qui envahit à nouveau le champ social, à cause des facteurs ci-dessus évoqués,
mais aussi à cause de la régression d'idéologies fédératrices, marxisme, socialisme, nationalisme laïque, de l'affaiblissement des États, de la prolifération d'entrepreneurs identitaires, religieux, tribaux, linguistiques, qui ont œuvré selon des proportions et des modalités variables d'un lieu à un autre du monde depuis 1990. Selon Abou Selim, chaque homme éprouve le besoin archaïque de s'enraciner dans la culture de son groupe qui le reconnaît, c'est-à-dire l'accepte, l'estime et le valorise, lui conférant ainsi une protection réelle durant sa vie et une sécurité symbolique contre la mort. C'est ce besoin qui se trouve aujourd'hui bousculé, violenté et frustré par la mondialisation accélérée des échanges et des communications, dont l'effet le plus évident est le décloisonnement des cultures et par voie de conséquence, leur déconstruction. Le résultat fréquent d'un tel processus n'est pas seulement l'enfermement dans une attitude ethnocentriste, mais d'une part le rejet brutal de l'autre et de sa culture, d'autre part la régression aux sources, réelles ou mythiques, de la sienne propre. Le malaise est tel que l'interrogation sur l'identité tourne facilement à l'obsession, et la quête d'identité est l'ultime figure qui donne du sens, occupant la place laissée vide par la religion, l'idéologie, la politique. En conséquence, le concept de l'identité est en passe de basculer dans le mythe, et le discours sur l'identité dans l'idéologie. Si pour certains, l'identité peut être analysée comme une donnée, une réalité objective qui rassemble un certain nombre de traits culturels, pour d'autres, la différence ne répond à aucun critère objectif qui permettrait de construire a priori une typologie des cultures ou des identités. Elle n'a d'existence sociale et politique qu'à travers les revendications qu'elle suscite. Ainsi, un peuple n'existe que s'il s'affirme comme tel, donc face à une domination dont il entend s'émanciper. En effet, en cette époque de crispation et de revendication identitaire, elle peut recouvrir des enjeux politiques considérables. Elle peut aussi être instrumentalisée et subjective. Elle devient alors le résultat d'un montage opéré hic et nunc par les acteurs qui bricolent le passé, accent aigu interprètent leur tradition afin d'en faire un instrument de modification du présent. Jean-Marie Djibaou ne disait-il pas que « Le retour à la tradition, c'est un mythe. Nul peuple ne l'a jamais vécu. La recherche d'identité, le modèle, pour moi il est devant soi, jamais en arrière. Et je dirais que notre lutte actuelle, c'est de pouvoir mettre le plus d'éléments appartenant à notre passé, à notre culture, dans la construction du modèle d'homme et de société que nous voulons pour l'édification de la cité. Notre identité, elle est devant nous. Ainsi, avec la décolonisation, l'ordre international post-bipolaire et la mondialisation, ce phénomène de construction identitaire se généralise. Mais si l'identité physique et individuelle ne semble pas poser d'énormes problèmes juridiques, il n'en est pas de même pour l'identité culturelle. 2 degrés le droit à la différence et à la diversité culturelle. Avant d'évoquer le droit à la différence, peut-être faudrait-il d'abord rappeler que la question du sens à accorder à la différence reste aussi posée. On reproche à cette notion ses contradictions et paradoxes. Les individus et les groupes aspirent autant à la distinction qu'à l'universalité. Les marqueurs de différence sont multiples sans qu'aucun ne soit décisif. Les revendications particularistes se réclament d'une sorte de transcendance alors qu'elles sont de fabrication humaine, comme on vient de le relever. Et enfin, la pluralité des cultures a une prétention éminemment politique alors qu'elle n'est réductible à aucun ordre territorial. L'identité culturelle étant l'ensemble de traits culturels propres à un groupe ethnique, langue, religion, art, etc., qui lui confère son individualité, mais aussi le sentiment d'appartenance d'un individu à ce groupe, les revendications identitaires sont d'ordre juridique, dans la mesure où elles en appellent aux moyens du droit pour que soient reconnus des droits différenciés fondés sur les principes et les raisons touchant à l'identité culturelle de la personne. Le droit à la différence et à la diversité culturelle a été affirmé par l'UNESCO en 1978 dans un texte de portée générale, la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux, qui dispose dans son article 1er que 1. Tous les êtres humains appartiennent à la même espèce et proviennent de la même souche. Ils naissent égaux en dignité et en droit, et font tous partie de l'humanité. 2. Tous les individus et tous les groupes ont le droit d'être différents, de se concevoir et d'être perçus comme tels. Toutefois, la diversité des formes de vie et le droit à la différence ne peuvent en aucun cas servir de prétexte aux préjugés raciaux,
Ils ne peuvent légitimer ni en droit ni en fait quelque pratique discriminatoire que ce soit, ni fonder la politique de l'apartheid qui constitue la forme extrême du racisme. 3. L'identité d'origine n'affecte en rien la faculté pour les êtres humains de vivre différemment, ni les différences fondées sur la diversité des cultures, du milieu et de l'histoire, ni le droit de maintenir l'identité culturelle. En fait, ce droit à la différence englobe l'ensemble des droits liés à des spécificités diverses, sociales, culturelles, politiques, etc., dont tout le monde peut se réclamer, et dont se réclament particulièrement les minorités et les peuples autochtones. Il fait partie du droit international, mais de manière parcellaire. Certes, l'expression droit à la différence est-elle trop générale pour être juridiquement signifiante, mais comme le précise le professeur Norbert Rouland, il s'agit en réalité de l'affirmation et de la garantie d'un certain nombre de différences reliées aux droits de l'homme ou compatibles avec ceux-ci, et il ne s'agit souvent que de droits flous, mous, parfois contradictoires, fréquemment soumis aux aléas des rapports de force politiques, à la disparité des politiques étatiques. Et certains auteurs contestent même l'emploi du terme droit, pour qualifier ce qu'ils considèrent comme des revendications catégorielles. Mais certains de ces droits sont reconnus, et même consacrés dans certains instruments internationaux et à l'intérieur de certains États. Il faudrait noter quand même que le droit à la différence ne peut être discriminatoire, qu'il ne peut être absolu. La Convention 169 de l'Organisation internationale du travail et la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones prévoient par exemple que la préservation des particularismes doit être compatible avec les droits fondamentaux du système juridique national et ou la Charte des Nations Unies et les droits de l'homme. Q'. Il ne peut déboucher sur des discriminations basées sur des critères inadmissibles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.